Bonjour et bienvenue sur Aki-Télé dans l'émission Les mots se livrent pour ce Salon du livre et de la BD de Sadirac, 11e édition. Alors cette année, une édition un petit peu différente, vous l'avez vu, automatiquement il a fallu trouver des solutions, vous le savez, on a innové et on fait une rencontre plutôt numérique mais humaine en même temps, vous allez voir, ce qui vous permet d'avoir des rencontres, des découvertes littéraires et qui vont se faire en direct chez vous, ce qui est pas mal aussi finalement comme formule. Des auteurs, des éditeurs, des libraires qui vont vous présenter leur actualité en vidéo. Et aujourd'hui, donc, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission. Ce sera la 3e d'ailleurs, avec encore de nombreux invités. Alors, on a une dominante masculine aujourd'hui, c'est étonnant. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. Là, je suis entourée d'hommes qui vont vous parler lecture, écriture, de sujets qui vous passionnent évidemment, et tout en étant pour vous tranquillement à la maison. Alors, on va s'embarquer, ou on va embarquer en tout cas pour une aventure 2.0. Installez-vous confortablement et c'est parti. Alors je vais démarrer tout de suite parce que bon, puisque voilà, nous sommes tous ensemble, tous les 5, puisque effectivement j'ai 4 invités. On va démarrer par une petite synthèse pour chacun d'entre eux. Alors on aura aussi des invités en vidéo, puisque tout le monde malheureusement n'a pas pu être présent cette année pour cette version-là. Donc pour certains d'entre eux, vous allez voir une petite vidéo enregistrée, voilà, qui passera entre deux. Donc j'ai avec moi aujourd'hui, je vais commencer par ce côté d'ailleurs, j'ai Alain Zabulon. Alors vous allez voir, c'est un personnage passionnant, il est auteur de romans fiction, politique, réaliste. Et en fait, Alain Zabulon est aujourd'hui un jeune retraité qui a été haut fonctionnaire, préfet, directeur du renseignement sous la présidence de François Hollande, tout un programme déjà. Il a travaillé aussi pour la sûreté aux aéroports de Paris. Et puis lorsqu'il est parti de tout cela, il s'est vraiment mis complètement à l'écriture. Il est aujourd'hui encore maire adjoint de Créon. Il fait évidemment plein de choses annexes, on en parlera avec lui tout à l'heure bien entendu. Il a toujours eu de toute façon un lien, c'est vraiment un lien constant avec l'écriture, la lecture, et nous parlerons de ses ouvrages bien évidemment juste après. À côté d'Alain Zabulon, j'ai cette fois-ci Monsieur Desforges, donc c'est André Desforges, que j'allais rebaptiser Alain quelques instants. Donc André Desforges, et bon, on parlera aussi de Philippe Leblanc juste après, puisqu'ils sont venus tous les deux pour les éditions Les Dossiers d'Aquitaine, donc une asso culturelle qui a été créée en 1978, donc ça fait déjà bien plus de 40 ans. Alors l'asso culturelle, ces éditions Les Dossiers d'Aquitaine, en fait, avec des dirigeants bénévoles, ça c'est important de le signaler, on est vraiment dans l'autogestion, pas d'aide publique, ce qui permet de garder une certaine indépendance, et je pense que ça tient à cœur justement pour à la fois André Desforges et Philippe Leblanc. C'est une maison d'édition qui rayonne dans toute la France, plus de 40 pays. Il y a une revue culturelle, une newsletter également. Ils ont créé de très nombreuses collections, notamment Mémoire de France, très beaux livres. Il y a encore 2 nouvelles collections en projet, enfin pas en projet, qui sont parues en 2015. Plein d'autres choses également, et notamment des rencontres culturelles internationales pour l'échange de savoir, des ateliers d'écriture en particulier. Et ils ont eu de très beaux commentaires, on en reparlera également dans différents journaux. Voilà pour les éditions, les Dossiers d'Aquitaine et Philippe Leblanc. J'y reviendrai tout à l'heure, bien sûr, puisque là, on ne fait que parler d'une manière générale des éditions Les Dossiers d'Aquitaine. Et à côté de moi, de l'autre côté cette fois-ci, Alain Darmian. Alors lui, c'est un auteur qui a écrit en fait sur Sadirac. Voilà, il a fait un livre sur Sadirac qui s'appelle Une longue histoire. Il est né lui-même à Sadirac d'ailleurs. Il a travaillé entre autres pour la presse écrite, l'audiovisuel, avec TV7 en particulier. Alain Darmian, on le verra tout à l'heure, c'est un homme de l'oral. Donc en fait, il a eu beaucoup de difficultés avec l'écrit quand il était petit. Et finalement, grâce à un instituteur qui pratiquait la méthode Freinet, eh bien, ça a arrangé bien les choses finalement. Il a même été carrément correspondant pour Sud-Ouest, pour le journal L'Équipe également. Malgré cette fameuse douleur à l'écrit, il a fait tout ça, ce qui est plutôt pas mal. Et donc, il a écrit ce fameux livre sur Sadirac. On en reparlera tout à l'heure avec lui un petit peu plus en détail de son parcours, du livre et surtout de l'indulgence, de la bienveillance qu'il a lui-même évidemment de son parcours pour ceux qui ont des difficultés à l'écrit. Voilà pour monsieur Alain Darmian. Donc une petite synthèse rapide. Et nous allons en fait passer tout de suite à une petite vidéo, tiens, voilà, puisque tout le monde n'est pas présent malheureusement aujourd'hui. Donc nous avons en vidéo qui va arriver maintenant Anne-Marie Gonin,
qui est de l'association Les Amis de la Bibliothèque de Sadirac et qui présente l'histoire du bâtiment socio-culturel, c'est précis, hein, de 1818 à 2018. C'est parti, on la regarde. Bonjour aux amis de notre commune. J'ai le plaisir de vous présenter, dans le cadre du Salon du Livre de Sadirac 2021, un ouvrage que j'ai rédigé concernant ce bâtiment dans lequel nous sommes là, qui abrite la bibliothèque de Sadirac, le bâtiment socio-culturel. Je m'appelle Anne-Marie Limousinot-Gonin, je suis bénévole dans l'association qui a créé cette bibliothèque depuis 1989. Voilà, donc c'est avec plaisir que je me suis penchée sur l'histoire de ce bâtiment qui nous abrite, nous, la bibliothèque de Sadirac. Et j'ai été étonnée de découvrir qu'avant nous, c'est-à-dire avant 1985, quand la mairie a acheté ce bâtiment, il y avait 7 familles qui habitaient ici, avec les enfants, voilà. Et bon, j'ai fait des recherches. Je suis remontée jusqu'à 1818, le premier cadastre dit napoléonien, et j'ai découvert que ce bâtiment existait déjà au début du 19e siècle et a sans doute abrité de nombreuses familles successives au centre du bourg, qui avait une toute autre configuration que celle de maintenant, puisqu'il y avait beaucoup de prés, il y avait quelques cultures aux alentours. Et j'ai eu la chance de rencontrer des habitants de Sadirac qui sont nés dans ce bâtiment, qui y ont grandi ou qui l'ont beaucoup fréquenté dans leur jeunesse et qui ont accepté de m'apporter leur témoignage. Donc voilà, je vous propose ce document qui est illustré, voilà, avec des photos, des plans, etc. Je vous en donne l'introduction. Il était une fois un bâtiment, 2 bâtiments, un boucher, des potiers, des familles, des menuisiers charpentiers, une poste, une bibliothèque, une maison de la poterie. Parce qu'en fait, dans ce bâtiment, actuellement, une bibliothèque, l'Union sportive sadiracaise, le CCAS et avant l'âge d'or, et la maison de la poterie, eh bien, il y avait 7 familles qui habitaient, un menuisier charpentier qui travaillait, il y avait une activité intense. Derrière, là où il y a maintenant la halle, il y avait des jardins familiaux. Et c'était une histoire passionnante que je souhaite partager avec vous dans ce document qui est en vente à la bibliothèque ou auprès de l'association Amibissa, donc les Amis de la Bibliothèque de Sadirac, au modeste prix de 15 €. Voilà, à bientôt j'espère. Eh bien, retour sur le plateau à présent et je vais cette fois-ci me retourner vers Alain Zabulon qui en plus malheureusement ne pourra pas forcément rester en totalité, donc on va le faire passer en premier parce qu'il a plein de choses à nous raconter justement de son parcours. Donc je l'ai dit tout à l'heure, il est particulièrement auteur de romans, donc de fiction, de politique réaliste. Alors bonjour tout d'abord Alain Zabulon, comment on peut qualifier ça? En même temps c'est clair, hein, l'appellation elle est nette. Alors, comment la qualifier? Je m'inspire du monde que j'ai côtoyé, du monde que j'ai connu pendant toute ma vie professionnelle, où j'ai été, comme vous l'avez rappelé, haut fonctionnaire, et j'étais amené à pas mal bouger à travers la France, à travers mes mutations successives. Et j'avais envie d'écrire des romans qui soient en rapport avec des thèmes de l'actualité, sociale ou politique, et qui ont un rapport également avec la notion de pouvoir, la manière dont les choses fonctionnent. Et les 2 romans, L'Emprise et La Rosière du Lagon, dans un registre différent, s'inspirent de l'actualité. Ce sont des
des romans qui collent à une actualité, à une France vivante, à ce que les gens peuvent reconnaître à travers les intrigues que j'écris. Oui, on y reviendra bien sûr au roman, mais bon, ce qui est assez passionnant, c'est effectivement votre parcours. Parce que là, on est vraiment dans les arcanes du pouvoir, de la politique. Vous avez été directeur du renseignement sous la présidence de François Hollande. Ah, c'est coordonnateur national du renseignement, pour l'appellation exacte. Ok, bon, pas, alors autant pour moi, mais bon, je ça m'occupais des n'empêche. questions de renseignement, effectivement. Ça n'empêche, vous étiez dans l'enseignement et Oui. vous ne pourrez rien nous dire, malheureusement. C'est ce qui est bien Des choses dommage. que je peux dire, d'autres. Voilà. Mais bon, voilà, c'est un parcours qui est quand même assez atypique et qui vous a inspiré justement pour ensuite écrire. Oui, tout à fait. Notamment, l'un des 2 romans dont on va parler m'a été inspiré aussi par ce passage à la présidence de la République, qui est le lieu de pouvoir, le centre du pouvoir. J'ai écrit sur ce que j'appelle l'état profond, celui que les Français ne connaissent pas. Les Français connaissent les ministres, les têtes d'affiche, celles et ceux qui défilent sur les plateaux télé, mais il y a derrière une technostructure étatique, une haute administration, un monde de cabinets ministériels, fait de conseillers, d'éminences grises, de visiteurs du soir, de gens d'influence. Et j'avais envie d'écrire sur l'envers du décor, une manière de dire un peu les mémoires que je n'écrirai pas, parce que je trouve que c'est très ennuyeux d'écrire des mémoires. En tout cas, c'est un exercice auquel je ne me risquerai pas. Donc je préfère plutôt raconter ce que j'ai envie de raconter à travers des fictions et des intrigues créées de toutes pièces, mais qui me permettent en même temps de partager ce témoignage. Effectivement, ça permet d'avoir la liberté de tout dire, voilà. mais sous sans forme, rien dire. Sans rien dire, sous forme de fiction. Puisque c'est une fiction. Voilà. Je l'ai pas dit, c'est un roman. Donc c'est ça qui est intéressant justement. Donc voilà, pour revenir à ce alors ça c'est le dernier, La Rosière du Lagon. Oui. Le premier, c'était L'Emprise. Donc là on est vraiment dans le milieu politique avec une femme proche du président, c'est ça? C'est ça. Donc il y a les pactes, les ambitions, les jalousies, les trahisons, les secrets, il y a tout ça. Alors l'intrigue, c'est une femme d'affaires qui n'est absolument pas connue du grand public et qui se retrouve de manière vraiment pas connue du grand absolument public. Inconnue du grand public. C'est une femme d'affaires, c'est pas du tout une femme politique. Et elle se retrouve presque de manière accidentelle, du moins c'est ce que le lecteur croit au départ, ministre de l'Intérieur. La voilà, ministre de l'Intérieur, et elle va être confrontée à des événements assez dramatiques, des attentats, on est dans la France qui est aujourd'hui frappée par ce type d'événements, et elle va s'avérer avoir un véritable talent politique, et la voilà en marche vers le pouvoir suprême, puisque le président sortant achève son 2e mandat, donc il va pas se représenter. Et elle apparaît assez vite comme sa dauphine, parce que c'est une femme talentueuse, très intelligente, qui s'approprie très vite cette sphère politique qui n'est pas son monde au départ. Elle a un pacte secret avec le président, qu'évidemment je ne révélerai pas. Et elle a également un très lourd secret qui, s'il était révélé, serait de nature, pour le coup, à faire vraiment trembler la République. Et je raconte à travers cette intrigue, qui est le prétexte en quelque sorte, le monde du pouvoir, les arcanes du pouvoir, comment fonctionne l'État qui est derrière le rideau, celui qu'on ne voit pas, les rivalités entre les ministres, entre les cabinets, et puis en même temps aussi l'intérêt général, parce que la haute administration, c'est également composé de gens qui servent le pays, qui servent l'intérêt général, parce qu'il ne faut pas non plus en avoir une image caricaturale. Et c'est ce milieu-là que j'avais envie de décrire en m'appuyant sur cette intrigue d'une marche de cette femme d'affaires vers la magistrature suprême. Alors, est-ce qu'elle y arrivera? Est-ce qu'elle arrivera à surmonter tous les obstacles? Évidemment, je ne vous le dirai pas. Mais oui, pas aujourd'hui, évidemment. Alors, c'est rigolo parce que la façon dont vous en parlez, évidemment, déjà, ça donne envie d'aller lire ça. Et en même temps, c'est vrai que la politique, ça attire l'image parce qu'on a pas mal de séries. D'ailleurs, on a des séries françaises excessivement bien faites, notamment Bureau des légendes Le Baron Noir, voilà. Très, très bonne et c'est vrai qu'on est là aussi dans une espèce de fiction-réalité, vraiment. Oui, tout à fait, qui colle à la réalité. Ça vous semble juste, ces séries-là? Oui, je peux vous dire que Le Bureau des légendes, par exemple, a été tourné à l'époque avec le concours des services de renseignement, ce qui est rarissime, puisque c'est un monde plutôt secret, et je peux attester que cette série colle vraiment à la réalité, et d'un très grand réalisme dans la description de ce que font les services de renseignement au service de la sécurité du pays. Tout à fait. Oui, donc voilà, on a vraiment de bonnes séries bien faites et dans cet esprit-là. Alors pour vous, l'écriture, alors j'ai dit tout à l'heure que vous avez vraiment commencé à écrire en 2018, mais peut-être pas. Je veux dire, peut-être que vous avez en toujours 2018. plus ou moins. Ah, c'est vraiment, il y a eu un déclic à ce moment-là. Oui, j'avais envie d'écrire depuis un moment. Il se trouve qu'en 2018, j'ai eu une période dans ma vie professionnelle où je quittais l'aéroport de Paris, j'attendais ma réintégration au ministère de l'Intérieur, et donc j'avais quelques mois devant moi, quelques semaines, je savais pas exactement la durée, pendant laquelle il fallait que je puisse m'occuper intelligemment parce que je ne peux pas rester sans rien faire. Et puis un jour, je me suis assis à mon ordinateur et j'ai écrit mon premier roman, Une longue nuit sans lune, d'un seul jet.
sans m'arrêter. Alors, je l'ai partagé avec quelques amis qui m'ont plutôt encouragé, qui m'ont dit, écoute, c'est bien, continue, on accroche bien à ton histoire. Je m'y suis mis. J'ai écrit 2-3 romans dans la foulée. Et puis ensuite, je me suis donné un rythme plus lent pour avoir des choses plus construites, plus fouillées, des histoires plus denses. Oui, il y avait une petite boulimie au départ. Pardon ? Il y avait une petite Il y avait boulimie. une espèce de boulimie au départ qui s'est un petit peu calmé. Et là, j'ai publié au total 6 romans en auto-édition. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Sujet intéressant. Vous êtes en auto-édition. Oui, c'est-à-dire que j'ai la satisfaction, pour ne pas dire la fierté, de fabriquer moi-même mes livres. Je fabrique, évidemment, j'écris le roman, je fais la mise en page, On je peut le les relis. montrer d'ailleurs à Je vais les l'image. montrer. Donc, l'emprise, plongée en apnée au cœur du pouvoir, au cœur de ce que j'appelle l'état profond. La rosière du lagon, là on est dans l'entre-deux-mers, dans un petit village qui s'appelle Cramiac-l'Église, on pourra peut-être y revenir. Et ce sont des livres donc publiés en auto-édition, donc sur une plateforme qui s'appelle, on a le droit de donner le nom ou c'est interdit ou Oh, allons-y. booklist.com, qui permet de charger son livre, de fabriquer sa couverture, sa 4e de couverture. Ça, ce sont mes images. Ça, c'est une photo du bureau du président de la République. Sur la rosière du lagon, c'est une photo du lagon calédonien prise depuis mon drone à l'occasion d'un séjour que j'ai fait là-bas. Donc j'ai un peu aussi la satisfaction de fabriquer physiquement mes livres et je suis très libre parce que je ne suis pas dépendant d'un éditeur. J'ai pas envie d'être dépendant d'un éditeur et je préfère faire moi-même. Alors évidemment, s'il y a une coquille, c'est une faute de frappe. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, mais c'est en même temps le prix de la liberté. Oui, c'est ça. Ce sont les risques du métier en quelque Voilà. sorte. Et vous avez, alors dans les projets à venir, il y a déjà quelque chose qui est en route là Non, parce que là, je viens de terminer La Rosière du Ah Lagon, et quand on a écrit un livre, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne, il y a une espèce de, je vais utiliser un terme, une sorte de période de deuil. Ah. Il faut quitter l'histoire. Je ne suis pas encore sorti de l'histoire. Elle continue de m'habiter, je viens juste de le mettre en ligne, et donc parfois je le relis avec un petit peu d'angoisse en me disant est-ce que j'ai oublié quelque chose, est-ce qu'il y a une faute quelque part. Donc je suis pas encore sorti de mon histoire. Il faut quelques semaines, une fois que j'ai fini un livre, pour que mon cerveau redevienne disponible pour entamer le suivant. Un petit sas de décompression, Ouais, un petit sas de en décompression. quelque sorte. Donc, je ne suis pas encore sorti pour le moment, donc je me remettrai à écrire Est-ce certainement qu'il y a après. quelque chose que l'on aurait oublié, que vous avez envie vous de rajouter, puisque bon, Un petit mot sur La Rosière, si Ben vous oui, voulez voilà, j'en l'autoriser. profite puisqu'après vous allez nous quitter tout à l'heure. Voilà, Donc, je ne vais pas être trop long. La Rosière du Lagon, ça se passe à Crémillac-l'Église, dans l'entre-deux-mers. Ne cherchez pas sur une carte où se situe Crémillac-l'Église. C'est un petit village de 2200 habitants, fondé au XIIIe siècle, avec une jolie bastide, et qui est le fruit de l'imagination de l'auteur. Ces personnages aussi, aucune ressemblance possible avec des personnes existant ou ayant existé selon la formule consacrée. Alors l'histoire, c'est l'histoire d'une élection municipale mouvementée qui se passe à Crémillac-l'Église avec un maire sortant qui est un individu assez peu recommandable et qui est prêt à utiliser tous les moyens pour conserver son fauteuil de maire. En face de lui, un homme assez charismatique, respecté dans son village et qui a de bonnes chances de l'emporter. Seulement voilà, 40 ans plus tôt, en Nouvelle-Calédonie, dans les années 80, période très troublée, je reviens à un moment dans mon livre sur l'histoire de ce pays lointain, de cette terre française à 18 000 km dans le Pacifique, il a été impliqué dans une sombre histoire de meurtre et qu'il a réussi à cacher et à dissimuler, mais ce secret risque de remonter à la surface et pourrait contrarier ses ambitions. Sa fille, qui est une journaliste reporter de guerre, décide de faire la vérité sur son père et d'aller rechercher dans le passé de son père. Et cette plongée dans le passé de son père ne la laissera pas indemne, elle en sortira relativement meurtrie. Et donc j'ai voulu raconter derrière cette histoire deux choses. L'histoire d'abord d'un petit village, une campagne électorale dans une petite commune, qui est un petit village historique qui n'a pas envie de devenir une ville dortoir. Parce que dans l'entre-deux-mers, nos petits villages sont soumis à une pression démographique assez forte, et on voit des villages historiques qui commencent à devenir des petites villes, et qui, s'ils n'y prennent garde, perdent leur âme. Donc c'est l'histoire de ce petit village qui ne veut pas perdre son âme, qui ne veut pas perdre son identité, et puis derrière, le destin singulier d'un homme qui a été compromis dans une affaire de meurtre, et dont la fille se décide à vouloir sauver son honneur. Donc c'est deux histoires en une, La Rosière de Lagon, l'histoire d'une blessure intime. c'est bien dit, c'est bien vendu, on a envie d'y aller tout de suite. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Eh bien, ne vous gênez pas. Bah oui, c'est ce qu'on va faire immédiatement. Bah écoutez, merci beaucoup Merci. Alain Zabulon. Oui. On peut poser une question. Ah, mais on peut poser une question, bien sûr. plaisir. On va passer une petite vidéo après. Cette dame-là qui Oui, veut devenir au plus haut, oui. son prénom,
C'est Catherine Duchâteau. Ah, je crois que c'était Ségolène. Ah, pas du tout. Aucune ressemblance avec un personnage connu. Ah oui, on l'avait dit, on l'avait dit. On va passer d'un Alain à un autre Alain, puisque je vais me tourner vers Alain Darmian, que nous avons avec nous, pour, alors entre autres bien sûr pour son livre sur Sadirac, une longue histoire. Donc j'ai fait une petite synthèse. Bonjour tout d'abord Alain. Bonjour. J'allais enchaîner directement. Donc j'ai fait une petite synthèse rapide tout à l'heure. Donc vous avez fait un livre sur Sadirac, vous êtes né à Sadirac, la boucle est bouclée, hein, on est vraiment sur la région. Et je disais, pour démarrer, vous allez nous parler un petit peu de ce parcours, qu'à la base vous êtes plutôt un homme de l'oral, c'est-à-dire que l'écrit vous a toujours traumatisé, c'était assez difficile pour vous, assez douloureux quand vous étiez enfant. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé pour arriver finalement à écrire? Ben, c'était un besoin qui s'est, je dirais, présenté et imposé à moi sur l'histoire de Sadirac. Parce que, on le lit dans le livre, dans la préface, j'ai toujours eu le sentiment que Sadirac était oublié et pas valorisé. Et en fait, ce livre-là a été fait, et je l'ai fait pour montrer que Sadirac, c'était vraiment une commune attachante avec une histoire réelle qui n'est pas forcément d'ailleurs que celle de la poterie. Parce que d'autres personnes s'en sont occupées de la poterie, Pierre Regaldo notamment, et je dirais qu'ils ont fait un travail absolument fabuleux. Alors on parle un tout petit peu de poterie, mais c'est pas l'essentiel du livre. L'essentiel du livre, c'est de faire découvrir aux Sadiracais en premier, parce que c'est mon objectif, qu'ils habitent dans une commune avec des personnages qui ont marqué l'histoire de France. Et je dis bien marqué l'histoire de France. Par exemple Jacques Piou. Jacques Piou était un homme politique de fin du 19e siècle et début du 20e siècle, qui était président de l'Action libérale populaire, avec 220 000 adhérents. Je ne sais pas si vous le reportez à la population en 1900. Oui, et il avait 2200 point de chute dans la commune, en France. C'était un gars qui a été un homme politique qui a été reçu par le pape Léon XIII et qui lui a donné comme mission de faire accepter par les catholiques la République. Il faut se rappeler qu'on était dans une époque extrêmement mouvementée qui était celle de la Troisième République. Et la Troisième République, il faut se rappeler qu'elle a été votée à une voix. Et elle a été votée à une seule voix parce que le comte de Chambord, qui était normalement appelé à devenir roi, a refusé le drapeau tricolore. Il voulait remettre le drapeau des républicains, c'est-à-dire la fleur de lys. Et cet homme-là s'est dressé et a porté en France la valeur de la République et l'a fait accepter aux catholiques. Vous avez Journy-Aubert, par exemple. Journy-Aubert qui est en discussion en ce moment sur Bordeaux, puisque c'est un esclavagiste. Mais il a un cours à Bordeaux qui est discuté, parce que il habitait Sadirac au château Tustall. Donc en fait, ce n'est pas un livre d'histoire avec un grand H, mais malgré tout, il y a un lien puisqu'on parle de personnages existants qui ont été des personnages forts et importants. Ils ont été très importants dans le contexte français. Vous avez l'abbé Berger, par exemple, qui a été un homme politique important aussi au début du XXe siècle, qui a été à l'époque, il y avait beaucoup de députés qui sortaient de l'Église. Et lui, il a débuté sa carrière ici, à Sadirac, comme curé de Sadirac. Et son premier serment a été complètement raté. Parce que son chien est arrivé devant la chaire, il s'est arrêté et ça l'a complètement traumatisé. Et il s'est arrêté complètement, il n'a jamais pu reprendre son discours. Ah, c'est terrible. Voilà. Mais alors ça, par exemple, comment vous l'avez appris, tout ça, toutes ces petites... Ce sont vraiment des anecdotes, ça, intéressantes. En cherchant un peu partout. Voilà, j'ai retrouvé tout un tas de choses. Vous avez Lefebvre, qui est l'historiographe de la Croisière jaune. Alors la croisière jaune, c'est la croisière qui a marqué l'époque au 19e siècle, début du 20e siècle, qui a été un raid entre Beyrouth et Pékin, avec les voitures Citroën. Quelqu'un connaît ici? La croisière jaune, c'est absolument fabuleux. Ils ont traversé l'Himalaya, cet homme-là habitait Sadirac.
Ce sont tous ces gens-là qui ont parcouru les chemins sadirakais que j'ai voulu faire connaître à la population, essentiellement. Oui, c'est passionnant ça. Et alors, en même temps, voilà, bon, ça c'est le livre, mais entre le livre et l'homme que vous êtes aujourd'hui, il y a eu avant l'enfant, il y a eu l'adolescent. Donc, savoir un petit peu ce qui vous a amené à ça, parce que vous avez travaillé notamment, alors tout en n'aimant pas l'écrit, ça a été compliqué l'écrit petit, c'est ce que je disais tout à l'heure. Toujours très très compliqué. J'ai toujours eu des difficultés à écrire, mais je me suis forcé. Et vous avez eu un instituteur qui vous a fait pratiquer la méthode Freinet, c'est ça ? Tout à fait. Et c'est lui qui a mis le doigt dans je dirais, dans un mécanisme qui m'habite encore, c'est-à-dire regarder autour de soi, le raconter. J'ai participé au premier journal qui s'appelait Au bord de la Pimpine, qui était un journal scolaire. D'accord, voilà. C'est mignon. Et donc le premier article qui a été fait dans le journal, malgré que j'avais une répulsion pour l'écrit, mais c'est moi qui l'ai fait, sur mon chien. Voilà. Donc il y a quand même une volonté derrière je dirais, de raconter, c'est sûr. Oui, parce que vous avez quand même travaillé pour la presse écrite. Vous avez travaillé pour l'audiovisuel aussi avec TV7. Bon, ça c'est l'audiovisuel, c'est différent, mais vous avez travaillé pour la presse écrite. J'ai travaillé pour la presse écrite, mais dans un domaine particulier qui était le sport. Voilà. Donc, oui, si ça vous intéresse, ça marche. Non, oui, j'ai fait un peu de tout, mais disons que le sport était quand même le point central, quoi, de mon écrit. Et alors, oui, petit sujet important quand même justement qui a trait à ça, de cette difficulté, donc ce parcours compliqué, cette relation compliquée avec l'écrit. Aujourd'hui, vous défendez vraiment l'indulgence, la bienveillance pour tous ceux, parce que il y a aussi beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des difficultés avec l'écrit. Donc vous revendiquez ça, d'être indulgent, d'être bienveillant, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde, et il faut avoir, je crois, dans ce domaine-là, une approche qui est pas celle de ceux qui savent. Ils sont très rares. Je vais vous citer une anecdote. Lors d'une campagne électorale à laquelle j'ai participé, j'avais, je dirais, participé énormément à la création du programme. Et il y a un gars qui est venu me voir de l'équipe adverse. Il m'a dit: t'as vu ton truc, il est couvert de fautes d'orthographe. Je l'ai traité de castrateur. Parce que c'est de la castration. Il s'est pas arrêté aux idées, il s'est arrêté à la forme. C'est ça, le fond et ça, c'est quelque chose qui m'horripile. Parce que j'ai eu un autre passé syndical, et dans ce passé syndical, il y avait des gens pour écrire un tract, ils me faisaient 50 fautes dans la page. Mais par contre, le contenu, il était génial. Voilà. Et donc, je demande la tempérance pour ces gens-là. C'est bien. C'est bien, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on est obligé, et puis même pour être embauché quelque part, voilà, si la feuille est couverte de fautes d'orthographe, c'est jamais vendeur. Enfin, ça donne pas forcément une bonne image. Ça donne pas une image, mais il faut s'arrêter au fond. Oui. Vous savez, il y a des gens qui disent des choses intelligentes avec 10 fautes d'orthographe. C'est vrai. Par contre, il y a des gens qui écrivent des conneries avec 100 fautes d'orthographe. Ça c'est dit. Comme ça, au moins ça c'est fait. Oui. Donc tout à l'heure, justement, on reviendra un petit peu à tout ça, sur le langage, la langue aujourd'hui, etc., sur des questions qui vont être un petit peu plus généralistes. Merci beaucoup Alain. Et là, on va repasser une petite vidéo. À nouveau, voilà, pour une des personnalités qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Et là, cette fois-ci, il s'agit de Martial Maury, qui a été édité aux éditions du Loir et que nous allons voir tout de suite à l'image, immédiatement. Bonjour, je m'appelle Martial Maury, je suis auteur de romans. J'ai fait paraître en 2006 Le secret d'Erestiac, qui a été pris des écrivains ruraux, puis L'héritage d'Erestiac, Les amants maudits de d'Orliac, Le fils perdu et le dernier, L'île aux orages. Ces 5 romans ont un même personnage principal qui s'appelle Antonin Berson et qui est un correspondant de presse dans le petit village de d'Orliac dans le Bergeracois. Chaque fois, il se retrouve mêlé à des aventures et qu'il y a des mystères qui plongent leurs racines dans le passé. Après, j'ai fait paraître un livre pour enfants, Timothée bébé aventurier, puis 2 essais, petits qui font partie des grandes affections de ma vie. Le petit dictionnaire impertinent du diabète et l'autre grande affection très importante, celle de mes enfants, le guide du PAF, le guide du père au foyer, car j'étais père au foyer pendant 16 ans. Et
C'est cette expérience qui m'a donné l'idée d'écrire ce roman, Amour, sexe, trahison et aspirateur. L'histoire de Marius Mestiac, qui se retrouve père au foyer malgré lui avec ses 3 enfants, Calixte, Auguste et Nicolas, dans le petit village de Dorliac en Périgord. Avant, avec sa femme Camille, ils habitaient dans la belle ville dans une grande ville. Marius travaillait, étudiait, était très heureux de son sort, et Camille, elle, était dirigeante d'une agence immobilière. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce qu'elle ait une mutation dans le Bergeracois et se retrouve à la tête d'un réseau. Donc là, toute la famille quitte la ville la grande ville, va s'installer à Dorliac, et Marius, eh bien, doit devenir père au foyer. Donc ce que je vous propose avec ce Amour, sexe, trahison et aspirateur, qui raconte toutes ces aventures, ou plutôt toutes ces mésaventures, c'est de faire une petite balade en Dordogne avec Marius et toute sa tribu. Eh bien, c'est reparti. De retour sur le plateau, cette fois-ci. Alors, après avoir eu déjà 2 premiers invités, je vais avoir 2 autres invités, mais finalement en même temps, quelque part, parce qu'ils viennent pour la même cause. Et cette cause, ce sont les éditions Les Dossiers d'Aquitaine. Alors, j'ai pour cela André Desforges, qui, à la base, est le créateur, et Philippe Leblanc, qui a rejoint l'aventure il y a quelques années, je crois. Donc, je le disais tout à l'heure pour commencer, mais bon, je pense qu'André va prendre la suite, évidemment. C'est une asso qui a été créée en 1978, ça fait quand même plus de 40 ans, c'est assez incroyable. Donc, bonjour André, tout d'abord. Ravi de vous avoir ici sur ce plateau pour nous parler de ces éditions qui sont presque précurseurs. Alors là, pour le coup, je le laisse au masculin, précurseur. Mais c'est ancien, 40 ans, plus de 40 ans aujourd'hui. Oui, mais 1978, c'est 10 ans après 1968. Oui, jusque-là, oui. C'est important. Et alors? Parce que l'édition avant, c'était Paris. C'était Paris et il n'y avait rien. 68, vous savez, ça éclate, ça part dans tous les sens. Il y a eu un truc en 68, je crois. Ça part dans tous les sens et se créent des maisons d'édition sur le campus, dans les associations par là. Donc, pratiquement, toutes les éditions, comme Sud par exemple, ont la même date que nous. C'est la première réaction contre le monopole parisien de l'édition. Voilà. Donc nous, on est parti là, on est parti sur des bases un peu militantes, un peu poétiques, et surtout on s'est dit, il faut faire du livre utile. Pas du livre avec, vous savez, un tiers de violence, un tiers qui constitue le best-seller, mais du livre utile. Alors on est parti sur... Ça peut être le sujet d'un débat, hein, un livre utile, pour qui, comment, c'est très subjectif. Oui. Et donc on est parti donc sur du livre qu'on va dire du livre utile, avec l'histoire du patrimoine, avec l'histoire de l'environnement, avec l'histoire des valeurs locales, comme dit monsieur, et avec l'histoire politique, comme l'a bien expliqué tout à l'heure. Donc, nous sommes bien un prolongement d'auteurs dans cette lignée de vouloir s'exprimer et de ne pas avoir de tutelle, comme vous l'avez dit, ni de contrainte d'un éditeur ou n'importe. Donc, nous sommes bien dans la même ligne. Donc, s'exprimer de manière indépendante, puisque je le précisais tout à l'heure, toutes les personnes qui sont chez vous, les dirigeants en tout cas, sont bénévoles, vous êtes dans l'autogestion, il n'y a pas d'aide publique, ce qui vous permet d'être totalement libre. Je n'ai pas dit de bêtises? Oui, parce que c'est difficile quand on est sponsorisé par une centrale nucléaire de parler de la liberté. Voilà. Bon, donc, et c'est difficile aussi quand on est ultra sponsorisé de ne pas courber la tête devant le politique qui permet le développement de votre maison d'édition. Donc, indépendant du pouvoir, mais aussi indépendant de la publicité. Parce que dans la publicité, maintenant, vous prenez les livres sponsorisés par Engie, sponsorisés par ceci, et beaucoup de banques. Donc, ça n'est plus de l'édition indépendante comme comme vous, quoi. Voilà. Oui, c'est sûr. Donc, vous avez fait ce choix-là. On est parti, et donc beaucoup de bénévoles, que des bénévoles, mais ce qui n'empêche pas que nous avons créé une entreprise avec des salariés. Vous êtes nombreux aujourd'hui? Alors,
ça dépend. Bon, quand on a une grosse production, on peut aller jusqu'à 5 salariés. Quand on n'a que des petits livres dans l'année, on revient à un ou deux employés. Et puis, vous savez, il y a la crise actuelle, il y a tout ça. Donc, on travaille beaucoup avec des auto-entrepreneurs, bon, voilà. Mais nous sommes aussi dans le domaine de la production de l'entreprise. Et les éditeurs comme nous, il y en a 200 sur l'Aquitaine. 200 sur l'Aquitaine. Oui, il y a plus de 200 répertoriés maintenant. Voilà. Il faut parler. Justement, j'en profite pour vous présenter Philippe Leblanc, qui fait partie des dossiers d'Aquitaine, des éditions. Et depuis combien de temps vous êtes là? Moi, je suis au dossier d'Aquitaine depuis 4 ans, donc j'ai rejoint l'équipe. Et auparavant? J'étais en activité dans le monde informatique. Et maintenant, j'en suis retraité. Donc j'avais plus de temps. Et voisin géographique des éditions des dossiers d'Aquitaine. Donc j'ai décidé de leur proposer plus exactement un coup de main, étant déjà un peu dans le métier. Et vous, votre rôle, par exemple? On va tout savoir. On est plusieurs à organiser par rapport à la relecture, parce que bon, un texte écrit par un auteur, quel qu'il soit, même si le correcteur Word a des capacités, il laisse passer quand même beaucoup d'imperfections. Et donc, moi, je considère qu'un livre doit être publié sans faute. Et donc, ça demande un gros travail de corriger les fautes d'orthographe éventuelles, de grammaire et de typographie, puisque la France a un lexique des pratiques typographiques qui doivent être mises en place pour qu'on écrive tous un petit peu de la même manière et suivant des règles précises. Ok, et vous rayonnez donc sur la France et sur plus de 40 pays, c'est ça, hein? Oui, alors donc on fait du beau livre, du gros livre là, de 500 pages, jusqu'au livre d'actualité, mais on a toujours eu l'amour du livre, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de numérique, on travaille toujours en offset, on travaille toujours sur du papier couleur, on travaille sur du livre. Parce que vous avez des livres maintenant, vous savez, vous pouvez lire 4 pages en même temps, hein. Et c'est du livre cousu-collé, vous pouvez le plier, il revient. Et vous n'avez pas 2 livres en même temps. Donc, il y a cette volonté de continuer l'édition telle qu'elle était dans les siècles précédents. Oui, vous travaillez le beau livre. Alors, pour revenir un petit peu à ce que vous faites, alors après, l'un ou l'autre, vous me répondez comme vous voulez, peu importe. Vous éditez aussi donc une revue culturelle, une newsletter qui s'appelle La Gazouillette de Bordeaux. Ah oui. Qui est c'est ça? C'est toujours d'actualité, hein? Qui est plutôt une gazette d'infos pour les adhérents sur tout ce qui est activité culturelle, économique. Oui, c'est une lettre d'information, alors pour parler avec un terme français. Ah oui, c'est une newsletter. Que l'on aime bien aussi, et donc qui sur des sujets d'actualité, effectivement, donne un côté humoristique. Une des plus en verve, si je puis dire, a été celle sur le coq Maurice, qui nous a fait beaucoup fabuler cette histoire de ce coq qui, que tout le monde connaît. Qui a gagné d'ailleurs. Ça c'est bien. Et on est sur l'actualité. Nous étions très liés avec Cabu, qui était un ami, et l'histoire de Charlie nous a vraiment bouleversés. Donc on a lancé aussitôt une gazouillette à 10 000 exemplaires quand même. Ah oui. Voilà. Donc c'est important, on est à la fois près de l'actualité, et puis on travaille avec beaucoup d'humour. Alors justement, pour revenir quand même à la gazouillette, elle paraît sous version papier. Est-ce que vous la mettez en ligne aussi? Oui, elle est en ligne, oui, bien sûr. Elle est sur le site. Bon, voilà. Nous allons tout de même vers les choses nouvelles aussi. Oui, parce que le monde de l'édition, si je puis me permettre, le monde de l'édition rencontre d'énormes soucis avec la poste. C'est que pour faire des envois en nombre, c'est de plus en plus compliqué, et voire impossible. Donc malheureusement, là, la poste nous impose de passer en numérique. Oui, à un moment donné, il faut changer et faire les choses autrement. Donc vous avez créé, vous le disiez tout à l'heure, André, de nombreuses collections, donc effectivement dans le sujet beau livre, Mémoire de France, très beau livre. Et il y a eu 2 nouvelles collections, je vais vous laisser les nommer peut-être, qui sont parues en 2015. Voilà, ça c'était la question qui tue. Qu'est-ce qu'il y a eu en 2015 chez vous? Il n'y a pas eu 2 nouvelles collections? En 2015? Oui.
Alors, j'ai pas la bonne date. Oh, on prend. C'est vieux. On c'est dit déjà 30 vieux. livres. Alors, faisons les dernières. Oui, faisons les dernières. On dit 30 livres par an, alors, vous savez. Les dernières, sont celles-là, cette collection qui s'appelle donc l'histoire de Bordeaux, en 7 tomes, et donc ça couvre la période d'Ozone à Mauriac. Voilà, donc ce sont des livres richement illustrés et qui reprennent tous les personnages qui ont marqué l'histoire de France et bien évidemment l'histoire de Bordeaux à travers son esprit pour la liberté. 7 tomes, donc on en est à combien là? Là, on en est au 5e. Donc, il y en a 5. Et puis, c'est uniquement par souscription. On est revenu à cette époque du XIXe siècle où tous les livres, les statuts étaient par souscription. Et bon, et c'est pour ça que pour l'histoire des maires de Bordeaux, on avait quand même 1000 souscripteurs. Là, pour l'instant, nous en sommes autour de 400, on va vers les 500. Et ça permet, bon, au maire de Créon, tiens d'ailleurs, il y a des gens bien, la bibliothèque municipale de Sadirac, elle est adhérente. Le maire de Sadirac est adhérent. Et Créon ne l'est pas. Et ce qui sera... Vous me prenez de court, je vais vérifier. Si c'est pas le cas, il faudra réparer ça très vite. Non, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire une analyse des souscripteurs. Parce que, par exemple, vous mettez informaticien dans 100 ans de là. Ça veut dire quoi? Donc, vous aviez des métiers au XIXe siècle, comme sellier, comme tourneur, qui n'existent plus. Alors là, c'est important. Mais c'est important également sur les noms. Vous avez, au XIXe siècle, vous avez des noms locaux. Arrivent les noms italiens, arrivent les noms espagnols, arrivent les noms polonais. Maintenant, bon, c'est d'autres noms qui surgissent. Et c'est très important, d'ailleurs, on va faire une analyse de tous ces souscripteurs, des professions, des noms, et surtout des absents aussi. Pourquoi on s'intéresse pas? Non. Difficile, parce que l'histoire de Bordeaux, normalement, tous les élus devraient être un peu au courant. Mais interrogez quelques élus, ils ne savent pas que nous avons été romains. Ils ne savent pas qu'on a été anglais. Qui c'est ça, l'Angleterre? Ils ne savent pas qu'on a été gascon. Ils ne savent pas que les Français ont pris à la force et à l'épée la province de Bordeaux. Ils ne savent pas. Non, ils savent que le rap, que la culture actuelle. Donc, c'est important que l'on rappelle quand même, non seulement aux élus, mais à la population, que Bordeaux, c'est quand même une grande ville. L'exemple, c'est, bon, allez, Nord-Aquitaine, toute Aquitaine, mais vous qui êtes dans les bureaux, monsieur. Pas que. Je l'ai beaucoup aidé. Celui qui a refait la Nouvelle-Aquitaine, c'était exactement le duché d'Aquitaine. Ça devait pas sentir la sueur dans les bureaux. Les contours de la nouvelle région, vous voulez dire. Voilà, la Nouvelle-Aquitaine. C'était exactement le... Ça, Tout est toujours un éternel recommencement. Voilà. Donc, alors, chacun de nos livres, évidemment, donne le deuxième, là, c'est la princesse... La femme du Grand Condé, qui a fait la révolution de Lormay, voilà, qui a permis l'insurrection des nobles. Et ensuite, on a également, par exemple, le tome 4 avec Claude Deschamps. Claude Deschamps, c'est celui qui a à Bordeaux, mais qui a aussi fait le pont de Pierre. Mais oui. Et j'ai oublié de vous le dire, il était propriétaire à Sadirac. Tout tourne autour de Sadirac. Et alors, donc après, vous avez Tourny. Si Bordeaux est classé à l'UNESCO, si Bordeaux fait partie des villes d'art et d'histoire, c'est Tourny. Vous avez aussi alors le 5e tome qui vient de sortir. Très mal l'histoire de sa région. Le 5e tome qui vient de sortir. Il y en a qui est tombé. C'est alors voyons. Je suis myope. On dirait Napoléon, mais je suis pas très sûre. Hein? Non. Pas du tout. Mais je suis myope. Alors j'ai beaucoup d'excuses. C'est Johnston. C'est le créateur des faïenceries Johnston, et c'est surtout le premier patron social qui va être après il va y avoir les évêques, tout ça, qui vont créer le catholicisme social. Mais c'est lui qui est au départ. Donc, à Bordeaux, on a quand même des grands noms. Ouais, et c'est, vous savez, quand on dit l'esprit de Bordeaux, c'est quoi?
Oh, ben c'est le bien vivre, le bien boire et le bien manger, ça c'est sûr. Le cannelé. Mais c'est aussi un esprit de révolte. Jamais Bordeaux ne s'est mis à genoux devant le pouvoir parisien, par exemple, ni le pouvoir parisien. Vous êtes le représentant du pouvoir. Vous êtes là, donc voilà. Voilà. Non, mais c'est vrai parce que Bordeaux a toujours pris ombrage. Et Paris a toujours nommé les grands préfets, les grands architectes de Paris, pour venir un peu contrôler cette région qui est un petit peu, disons, rebelle. Tumultueuse. Nous dirons rebelle. Si vous autorisez cette incursion dans votre domaine, la culture des élus peut être de niveau variable. Il leur arrive parfois un petit peu aussi de connaître l'histoire quand même. Mais en fait, ce que vous expliquez là, l'histoire de notre pays depuis, je dirais, quasiment depuis la Révolution, c'est l'histoire d'une lutte permanente entre le pouvoir central et les provinces. Voilà. Vous avez cité Bordeaux, on pourrait citer d'autres provinces françaises qui ont été dans une lutte permanente pour conserver leurs prérogatives. En revanche, on le retrouve encore même aujourd'hui dans les oppositions politiques. On va faire une petite rupture parce qu'on a une petite vidéo à passer, mais on revient tout de suite. Oui, tout de suite, parce que je vais répondre. J'ai encore 2-3 petites choses à vous dire, et puis après on va passer sur des sujets un petit peu généraux, justement, qui vont vous permettre de débattre un peu sur le livre aujourd'hui, sur les salons, sur la langue, la place de la langue, etc. Donc tout d'abord, une petite vidéo pour Elisabeth Beaubry-Berneuil, voilà, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, donc nous avons le plaisir de retrouver en images. Bonjour, je m'appelle Elisabeth Beaubry-Berneuil et je suis très heureuse de vous présenter mon 9e roman, Les choix de Nadia. C'est une femme de 85 ans qui raconte sa vie devant un auditoire. Elle nous parle de son enfance, une jolie période, et surtout elle évoque tous les choix qui ont jalonné sa vie. Les choix qu'on lui a imposés, puis les choix qu'elle a faits, les bons, les moins bons, les peut-être qu'elle aurait dû éviter et qu'elle a assumés avec beaucoup de courage. Ce récit se termine d'une très heureuse façon, car l'espoir et l'optimisme doivent faire partie de notre vie. Cette vie de femme est basée sur une histoire vraie. Un secret de famille révélé sur le tard m'a obligée à reconsidérer l'histoire de cette femme. Il restait cependant de nombreuses zones d'ombre et les personnes susceptibles de répondre à mes interrogations ne pouvaient plus échanger avec moi. Les années avaient éclairci leurs rangs ou dérangé les mémoires. Alors je vous propose un roman dans lequel rien n'est vrai, mais rien n'est faux, car tout est transformé. Je vous invite aussi à découvrir mon site, sur lequel vous trouverez les commentaires de mes lectrices et lecteurs, les points de vente de mes ouvrages, les modalités d'envoi de ces mêmes ouvrages, les lieux et dates de mes futures dédicaces, en librairie ou dans les grandes surfaces. Vous pouvez aussi m'écrire, si vous voulez plus de renseignements. Je vous souhaite une belle lecture et espère vous rencontrer lors d'une prochaine dédicace. Et bien voilà, nous sommes de retour à nouveau. Alors nous avons quitté nos invités qui étaient en plein débat tout à l'heure, qui ont finalement continué aussi à débattre pendant ces quelques petites secondes. Moi j'avais juste encore 2 petites choses à voir avec les éditions et les dossiers d'Aquitaine, avant que l'on passe à quelque chose de plus général qui va être entre vous d'ailleurs. Simplement que vous nous parliez l'un ou l'autre, Philippe ou André, de vos rencontres culturelles internationales, ce que vous faites, les échanges de savoir, les ateliers d'écriture, vous faites ça. C'est André peut-être qui va nous en parler. Oui, alors donc... on s'est aperçu, quand on a commencé à faire les livres, que les auteurs voulaient se rencontrer. Alors on a commencé par faire des petits rassemblements locaux, et petit à petit, on a fait des rencontres à Dresde, à Marrakech, à Bruxelles. Bon, ce sont des rencontres qui ont marqué, et qui maintenant ne peuvent plus exister en raison du confinement. Actuellement. Mais tout n'est pas perdu. Ce que je voulais faire, c'est répondre à monsieur et lui donner 2 exemples, puisqu'il a dit c'est un pouvoir contre un pouvoir. En la Révolution de 1830, c'est la chute de Louis-Philippe. Bordeaux est Louis-Philipparde parce que c'est le commerce, sur et Bordeaux va être
en 1848, à la deuxième révolution, qui est une révolution violente ouvrière, la dernière ville de France à reconnaître la République. Par contre, en 1870, quand l'empereur va chuter, Bordeaux va être la première ville à reconnaître la République. Au point que la statue de Napoléon va être jetée dans la Garonne, et surtout que le dernier plébiscite, Bordeaux va être la seule ville qui va voter non contre les plébiscites de Napoléon III. Donc vous voyez un petit peu ce rapport entre les pouvoirs et cette volonté de Bordeaux d'être toujours une sorte d'indépendance, ce qu'on appelle l'esprit de Bordeaux. Donc c'est ça. Je l'aurais appris aujourd'hui, pourtant je suis bordelaise, mais vous voyez, voilà. Effectivement, on apprend à tout âge et tout le temps. Et c'est ça qui est passionnant, voilà, dans ce type d'échange que l'on a là et qu'on a encore la chance de pouvoir avoir cette année, finalement, sous version numérique. Et je lui donne tout à fait raison. Mais nous avons bien compris. Alors pour le coup, nous gardons toujours Monsieur Zabulon parce que finalement il est bien. Donc je crois qu'il va décaler tous ses rendez-vous de l'après-midi. En fait. Puis le reste, la compagnie est tellement agréable. C'est pas grave. Alors parlons peut-être un petit peu de choses qui vont vous concerner tous, voilà, de manière un peu générale, qu'on n'a peut-être pas encore vraiment abordé. Donc là, je vous laisse un petit peu intervenir les uns les autres comme vous le voulez. Sur par exemple le livre aujourd'hui, le livre en tant qu'objet, voilà, parce qu'effectivement on a beaucoup de choses en ligne, on est dans un monde de l'image, de la vidéo. Donc que pensez-vous de l'objet livre aujourd'hui? Est-ce qu'il est en danger? Pas? Qu'est-ce que vous en pensez dans cette histoire de culture, essentielle, pas essentielle? Je sais pas, qui veut... Alain peut-être? Vous voulez parler du livre? Moi je considère que le livre est une chose indispensable, hein. C'est évident. Est-ce que vous le sentez en danger? Pas forcément, tout dépend un peu de je dirais, de l'éducation que l'on donne aux enfants. Alors, ma fille, par exemple, a déjà, les petites avaient 4 ans, 5 ans, elle venait déjà à la bibliothèque de Sadirac. Voilà. Et donc, à partir de là, il y a un amour qui se développe du livre, de découvrir, d'écrire, de parler, voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, est aussi essentiel. Alors, c'est vrai que on passe surtout maintenant sur les jeux vidéo, sur tout un tas de choses. Moi, je me souviens d'une remarque qui m'avait beaucoup frappé à une certaine époque, d'un critique, je sais plus qui c'était, qui disait un gars qui critiquait parce que les gens lisaient Nous deux. Alors Nous deux, c'est pour les vieux. Hein. C'était une vieille rubrique où il y avait un peu des photos, reportages, etc. Le gars a répondu, c'est pas important, ils lisent. Ils lisent. Voilà, et je crois que c'est la première démarche qu'il faut avoir. Après, rentrer dans des lectures très continues, très fidèles, très hebdomadaires ou mensuelles, je crois que c'est tout autre chose. Oui, bien sûr. Je pense que les gens lisent quelque chose, tous, que ce soit un quotidien, que ce soit un magazine, que ce soit un hebdomadaire ou autre, mais ils lisent. Moi, je lis des magazines. Sur la science, sur la vie. Alors, je sais pas qui voilà, veut... C'est la lecture. Donc, je pourrais ramener ça qu'au livre. Moi, mon expérience personnelle, c'est que j'ai lu tout Jules Verne quand j'étais gamin. Voilà. Alors, qui veut intervenir un petit peu là-dessus? Philippe? C'est important, puisque même le gouvernement actuel l'a dénommé comme commerce essentiel, enfin, dénommé les librairies en essentiel, comme commerce essentiel. Donc, et quand on voit, oui, certes, mais c'est le résultat qui compte. En fait. Et quand on voit des sociétés comme Amazon, alors, qui peut être décriée éventuellement, mais quand même l'intérêt qu'elle porte, enfin l'intérêt commercial, bien sûr, mais c'est important de voir la logistique qu'il y a autour, et donc s'il n'y avait pas matière à diffuser l'information, pour évidemment retirer des sous, mais aussi pour passer l'information, pour transmettre le savoir, il n'aurait pas investi autant d'argent. Oui, certainement. Vous avez une petite chose à dire là-dessus, vous, Alain? Sur le livre, c'est vraiment beaucoup une affaire d'éducation. Moi, j'appartiens à une génération, il n'y avait pas Internet, il n'y avait même pas la télévision, elle est arrivée plus tard, et donc mes loisirs, c'était la lecture. D'ailleurs, au début, mes parents m'ont obligé à lire, et puis très vite, ils n'ont plus besoin de m'obliger, parce que naturellement, j'ai lu des livres qui m'ont marqué, le Petit Prince de Saint-Exupéry, Jules Verne, Contes et légendes de la naissance de Rome. J'oublierai jamais ces livres. Ils ont créé un rapport à l'écrit qui ne m'a jamais quitté.
Aujourd'hui, nous vivons un peu une époque de la tyrannie de l'image. C'est les vidéos YouTube, c'est les réseaux sociaux, c'est la surabondance d'informations qui fait qu'aujourd'hui, si un enfant, on ne construit pas par l'éducation un rapport à l'écrit, il peut très bien ne pas en avoir du tout. Aujourd'hui, un enfant peut grandir sans lire. Ouais. Et je suis extrêmement frappé, par exemple, du rapport à la langue qui lui-même s'est dégradé, sans avoir le culte de l'orthographe, pour rebondir sur ce qu'a dit Alain en début d'émission. C'est d'abord le fond qui compte, bien sûr, mais il y a aussi quand même le respect de la langue, et même de ce point de vue-là, là aussi c'est une affaire d'éducation, et il faut y être attentif, parce que la France est un pays de culture, et il serait dommage que elle ne le soit plus, même s'il faut s'ouvrir à d'autres formes de communication modernes aujourd'hui. Justement, évidemment. Ça tombe bien que vous en parliez, puisque ça fait partie des sujets que je voulais lancer sur l'évolution de la langue, l'appauvrissement de la langue. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ça, de la langue aujourd'hui? Ce que je sais, je le dois au livre. C'est Tolstoï. Il y a un proverbe péruvien qui dit, dans sa vie, il faut avoir planté un arbre, fait un enfant et écrit un livre. Et en l'an 2000, il y a le créateur de Google et Pertu a dit l'an 2000 marquera la fin du livre. Et quand la télévision est apparue, on a dit le cinéma est mort. Il y aura plus le cinéma à l'heure actuelle est brillant. Donc faut pas tomber dans le pessimisme. Dans le pessimisme parce que l'homme, il a besoin de lire. L'homme, il a besoin de s'instruire. Et bon, en faisant du tapage, tout, ça dure qu'un temps. Il y a toujours une contre-réaction à une réaction. Mais c'est vrai, effectivement, je pense que l'éducation y est pour beaucoup et inciter les enfants à lire dans une société où aujourd'hui on va très vite, on zappe tout, l'information, tout va très très vite. Donc leur laisser le temps et leur provoquer le temps de lire aussi aux enfants, oui, certainement. Et l'éducation familiale doit doubler l'éducation nationale qui parfois part à la dérive. Alors que l'éducation familiale, c'est là entre 2 et 6 ans que se forme la volonté, et puis c'est la période d'adolescence de 12 à 16 ans qui vous fait rentrer dans une vie de connaissance, de livres ou n'importe. Mais on n'a pas cette politique à l'heure actuelle. C'est vrai. On parle des pays européens, enfin, de l'Europe de l'Ouest et des Amériques, mais il y a plusieurs continents qui sont en très grande demande de livres, puisque justement c'est un des très gros moyens pour que les jeunes populations, qui est très très importante, puissent accéder à la connaissance, puisque ils n'ont pas de tablette, éventuellement ils n'ont pas Internet, donc ça reste encore le livre papier qui peut arriver dans chaque village d'Afrique ou d'Asie pour pouvoir les instruire. C'est pour ça là j'ouvre une parenthèse, quand même une parenthèse, pour madame et pour Sadirac, parce qu'un petit salon comme Sadirac, c'est vraiment la possibilité de s'exprimer, de rencontrer. Ça, c'est un véritable salon. Et au lieu de tomber dans les salons ultra commerciaux, ultra informatisés, ultra ceci, cela, mais vive Sadirac, vive les salons comme Sadirac, comme tous ces petits salons. Alors ça tombe bien, on est bien chez nous. Vous devez avoir un don de voyance, parce que j'allais vous lancer sur les salons. Votre relation, votre rapport avec les salons, bah voilà, vous avez démarré, vous aimez. Eh bien voilà, oui. Nous sommes très déçus que l'escale du livre ne se fasse pas cette année, ni l'année dernière d'ailleurs non plus, pour les raisons que l'on connaît. Et même la façon dont ça se fait cette année nous paraît des plus critiquables. Alors là, je reprends la parole. Chaque fois que Bordeaux a voulu jouer à la parisienne, parce que c'est un salon de Paris, hein, à Bordeaux, là. On fait venir Madame Pinjon, on fait venir des grosses têtes. Eh bien, c'est un échec. C'est un échec parce qu'on perd ceux qui fréquentent d'habitude les salons, on perd les auteurs comme les éditeurs perdent confiance envers ceux qui gèrent la politique culturelle. Et ça, c'est pour ça que je reviens à Sadirac et tous les petits salons qui, eux, ouvrent. Alors, vous, que pensez? Alors, je reviens à vous, parce que je sais que vous avez un avis un petit peu divergent, je reviens dans 2 petites secondes. Vous, votre relation avec les salons, par exemple? Je les fréquente pas beaucoup, à la vérité. Lorsque j'étais en poste en Corrèze, il y avait le salon du livre de Brive, qui était un salon de belle tenue, qui était vraiment passionnant. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à y aller. Sinon, je ne suis pas habitué les salons, donc j'ai pas trop d'opinion sur la question. Si ce n'est que, à l'évidence, c'est bien de pouvoir garder ce type d'événement. Si on veut garder un rapport fort à la culture, un rapport à l'écrit, si on veut permettre à des auteurs
se faire connaître et d'émerger, il faut des rencontres comme celle-là. Et je m'associe aux compliments qui vous ont été faits d'avoir maintenu cette édition malgré les contraintes. Ben, en forme numérique, mais c'est bien d'avoir conservé l'événement. À l'équipe culture. Parce que la culture, le monde du livre a besoin de cela pour pouvoir vivre. Oui, puis c'est un lieu d'échange aussi entre vous, Absolument. entre les auteurs et les lecteurs, les éditeurs. Enfin, c'est aussi l'occasion, quand ça peut se faire normalement, de repas, de choses conviviales qui créent le lien. Alors, je sais que vous avez sur le salon en général, Alain Darmian, un avis un petit peu différent. Vous préférez un autre système? Oui, moi, on en a parlé un peu tout à l'heure, je préfère les salons thématiques. Mais je voulais dire avant tout ça, quand même, qu'aujourd'hui, on est dans le numérique. Oui, bah là, oui, oui, particulièrement. On a tendance à l'oublier. Et si on parle de livres, d'écriture, on le fait sur le numérique. Donc, parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, mais on le fait. Et donc, c'est une belle, je dirais, un bon clin d'œil quand même pour montrer que les deux choses peuvent cohabiter ensemble et se compléter. Parce que tout le monde se félicite de cette émission-là, mais je veux dire, on parle de livres. Est-ce que les gens vont acheter des livres après, j'en sais rien. Moi, je préfère parler d'ailleurs d'écrit, d'écriture, parce que on a tendance à vite ramener un livre à ce format-là, alors que c'est pas forcément que ça la lecture. C'est pas forcément que ça c'est pas forcément avec un roman qu'on se forge une culture. Ça peut être avec des périodiques, ça peut être avec des journaux à thème. C'est aussi important. Oui, vous défendez bien comme le roman toute forme de aussi, culture. oui. Voilà, c'est ça. De lecture, pardon. Et je crois que c'est bon de le dire parce que on ramène tout, je dirais, à une bibliothèque ou un truc comme très ça. virtuelle, hein, celle-là, oui, vous remarquerez. Mais... voilà. Donc c'est ça. Maintenant, les salons en général, moi j'en ai fait 2 ou 3 et j'ai pas trouvé ça très intéressant. C'est ton avis. Voilà. J'ai pas trouvé ça très intéressant parce que je dirais c'est très c'est un peu pile ou face, quoi. Les gens qui sont venus pour acheter mon livre, c'était parce qu'ils connaissaient Sadirac. Je veux dire, j'ai jamais quelqu'un qui est venu me dire j'achète ton livre pour savoir ce qu'est Sadirac et j'habite Paris, quoi. Voilà. Donc pour moi, je prends mon exemple, hein. Paris maintenant est à 2 heures. Paris est la banlieue de Bordeaux. Oui, oui, c'est ça. Voyons-le dans ce sens. Donc moi, je préférerais parce qu'il y en a quelques-uns. Je citais l'exemple de Fargue Saint-Hilaire, qui pour moi est un exemple parce que ce salon du livre sur les polars est un exemple de succès populaire absolument fabuleux. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'un salon comme celui de Sadirac ne doit pas exister. Hein. Certes. Voilà. Peut-être parce que le polar retrouve des espèces de lettres de noblesse. C'est vrai qu'il y a énormément d'écrivains de polar là actuellement, des noirs, des thrillers. C'est vraiment la grande tendance. Hein. C'est bien parce que on peut tuer sa belle-mère, on peut tuer sa on mère, on peut empoisonner toutes les filles de la maison. Ah, le polar, c'est excellent, c'est l'ouverture vraiment. Voilà, chose très noire, j'adore. Tout à l'heure, le côté entre-deux-mers pourrait être aussi un thème très intéressant. Oui. Parce que c'est un thème, l'entre-deux-mers, et il y a énormément d'écrivains et d'écrivaines, n'est-ce pas? D'auteurs. D'auteurs. Je ne sais pas si on dit écrivaine pour la peine. On entend autrice. On ne sait plus. Moi, je prends toujours des précautions maintenant. Autrice, c'est pas très beau non plus. Auteur, c'est encore le mieux. Auteur. Finalement. Voilà. Ça pourrait être aussi un autre sujet, la féminisation des mots. Mais je crois que nous arrivons au bout. On est même pile poil. Je ne sais pas comment on a fait parce qu'on a quand même dérivé. C'était bien, c'était intéressant. Donc merci beaucoup à vous 4 de votre présence. C'était un grand plaisir de vous avoir, de réussir à faire quand même un salon chaleureux malgré tout, même si on est en numérique. Comme quoi, ça peut être aussi un bon complément, le numérique et le réel et le physique. Donc merci à vous aussi qui nous
nous avez suivis, qui nous avez regardés évidemment. À nouveau pour cette 3e émission, un grand merci à toute l'équipe culture de la mairie de Sadirac qui a eu l'idée de faire en sorte que ce salon se fasse malgré tout cette année. L'accueil chaleureux aussi de la bibliothèque, parce qu'on était bien dans ce petit cocon ici. Et sachez que, enfin n'oubliez pas en tout cas que toutes ces vidéos sont à retrouver à la fois sur le site de la mairie et sur YouTube et sur Akitélé, bien évidemment, dans l'émission Les mots se livrent. À très vite.